Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mercredi et je démarre ce carnet de bord en cette fin de journée en vous renouvelant mes meilleurs vœux pour l'année 2023. J'ai commencé une nouvelle lecture hier soir, c'est Les Vallées Closes de Michael Brun-Arnaud aux éditions Robert Laffont. On a une mention particulière pour cette couverture sublime que j'aime vraiment beaucoup. Ce roman n'est pas encore paru, mais peut-être il paraît quand vous avez ce carnet de bord. Il faut que je calcule. Non, je ne crois pas. Il me semble qu'il sort le 16 janvier, donc je vous donnerai mon avis avant sa parution. Et voilà, je sais pas trop encore de quoi ça parle, parce que vraiment je le démarre, mais je peux vous lire le résumé. Comment ce monde incolore avait-il eu la cruauté, l'impertinence, la folie de faire naître en son sein un garçon en couleur ? Point d'interrogation. Que peut dire ce qu'il s'est vraiment passé cette nuit où Paul-Marie, employé de mairie bien sous tout rapport, a recueilli chez lui Enzo, jeune adulte atteint de déficience intellectuelle. Dans ce village reculé de Provence où les préjugés sont rois et où l'on condamne toute forme de différence, la vérité importe peu. Et Paul-Marie est contraint de se cacher dans le grenier de Claude, sa mère, pour échapper à la vindicte populaire. Voilà. Ça a l'air plutôt dur comme sujet, ça se passe en Provence, je sais pas ce qui est inspiré en tout cas de la vie de Michael ou pas, mais oh oui on voit le bonhomme là qui se cache chez sa mère. Voilà, donc je vais lire ça maintenant, je vais essayer de le lire le plus vite possible dans cette semaine parce qu'on est déjà mercredi et j'ai pas lu en fait lundi, mardi. Donc, enfin oui, hier j'ai lu 17 pages. Je suis rentrée d'Italie lundi soir, j'ai eu juste le temps de terminer la gouvernante royale, puis après c'est tout. Hier soir j'avais un dîner, donc je n'ai pas pu lire. Et demain je vais à Paris, je fais l'aller-retour dans la journée, j'ai un avion là, très tôt le matin et un avion l'après-midi, enfin soir, fin de journée. Et puis demain soir j'ai ma meilleure amie qui vient chez moi pour m'aider à organiser le mariage pendant ce week-end parce que nous avons des rendez-vous. Et du coup je ne vais pas beaucoup lire ce week-end, donc c'est pour ça que j'aimerais lire un maximum aujourd'hui et demain dans l'avion pour au moins lire ce livre-là cette semaine et vous en parler dans ce carnet de bord. Sinon, niveau livre audio, j'ai avancé un petit peu le Rasoir d'Occam de Henri Levenbruck et j'aime toujours autant, donc je vous en reparlerai davantage quand j'aurai un peu avancé sur l'histoire, bien entendu. Voilà, je vous dis à plus. Hello, aujourd'hui on est lundi, c'est le retour de mon bureau, je suis trop contente de retrouver ma pièce et je viens de me faire un citron chaud et un thé dans ma nouvelle tasse Muse du mois de janvier avec la Jusquiam. Et voilà, et on reprend de bonnes habitudes, on est le 9 janvier. Et voilà, et ma semaine doit être extrêmement chargée. J'ai pas du tout pris le temps de vous parler avant parce que c'était un petit peu compliqué. Je vous fais un récap dans l'autre sens. Ça fait plaisir de vous retrouver ici. Je suis désolée, je ne vous ai pas pris avant dans la semaine, tout simplement parce que jeudi, j'ai fait un aller-retour professionnel à Paris dans la journée. Donc je suis partie très tôt le matin, levée très tôt et je suis rentrée assez tard le soir. J'ai également ma meilleure amie qui est venue de Paris avec nous, qui est venue dormir chez moi, de jeudi soir à dimanche, puisque j'avais besoin d'elle pour m'aider à organiser mon mariage et à voir différentes choses, puisque c'est ma témoin. Et du coup j'ai passé tout mon week-end en mode mariage, à voir différents professionnels et surtout à profiter d'elle. Donc je n'ai de 1 pas lu et de 2 je n'ai absolument pas pris la caméra ces derniers jours. Je m'en excuse grandement, mais je vais essayer de me rattraper. Là c'est lundi matin, j'ai une montagne de travail, je ne sais pas quand va terminer ma journée. Sachant que je pars demain matin très tôt, enfin dans la nuit quoi, pour partir en Italie voir des producteurs de fleurs. Donc bref, j'ai pas mal de choses qui vont se passer ce week-end, cette semaine.
On est quel jour là? On est lundi. Et ça va être la course. Donc niveau lecture et YouTube, ça va être très léger. Je sais pas si je vous rassemble pas 2 carnets de bord en un, vu le peu de contenu que je vais avoir. Mais bref, je verrai ça plus tard. Je suis arrivée sur la fin de ma lecture du livre de Michael Brun-Arnaud. Donc je suis très contente, il me reste pas beaucoup à lire et j'ai vraiment adoré cette lecture. J'ai hâte de vous en reparler. Je voudrais la finir aujourd'hui pour commencer une lecture commune qu'organise Magdalena aujourd'hui, qui commence, qui est Le mystère de la chambre jaune. Donc c'est vraiment un classique que je n'ai jamais lu, mais que j'ai dans ma bibliothèque. Et c'est un classique qui a beaucoup inspiré Agatha Christie notamment. Donc j'ai hâte de le découvrir. Il est en poche, il n'est pas très long. Donc je suis ravie. Voilà, je vais changer un peu de sujet et de livres. Donc voilà, je vous en reparlerai très vite. Là, il faut vraiment que je retourne travailler. C'est juste parce que je viens de me faire mon thé et que je viens de m'installer. J'ai pris 2 minutes la caméra. Et moi, je vous retrouve plus tard dans cette journée. Bye! On est toujours lundi et du coup je viens vous parler un petit peu, on est le soir. Je suis toujours dans Les Vallées closes de Michael Brun-Arnaud dont je vous parlais précédemment, donc chez Robert Laffont. Il me reste un peu plus de 50 pages à lire, donc il faut vraiment que je les termine ce soir. Mais comme dois me lever très tôt, je sais pas trop comment je vais faire. En tout cas, je vais essayer d'optimiser mon temps au maximum et au pire, s'il me reste quelques pages, je l'emmènerai avec moi en déplacement professionnel. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup cette histoire. C'est l'histoire très touchante de 2 personnages qui sont Paul-Marie et Enzo. Paul-Marie, c'est un jeune homme qui est très différent dans un village de Provence où la différence n'a pas vraiment sa place, où la différence n'est pas vraiment acceptée, voire autorisée. La différence, elle est cachée par sa famille, elle est dégoûtée même par son père qui essaye de le forcer à être quelqu'un d'autre. Et on va suivre donc Paul-Marie à la fois dans des flashbacks d'aller et retour dans le temps. On a aussi le point de vue de sa mère qui s'appelle Claude, qui a elle-même eu une vie pas des plus sympathiques. Et on s'attache beaucoup à ce Paul-Marie là, on le voit grandir, on le voit évoluer, on le voit s'endurcir, on a beaucoup d'attachement pour lui. Et puis c'est la rencontre entre Paul-Marie et Enzo, Enzo qui est un jeune homme différent pour une autre raison. Enzo a un handicap et c'est la rencontre de ces 2 personnages, une rencontre qui va mal terminer. Et ça on le sait dès le départ, mais on va revenir en fait sur le passé, on va revenir sur la rencontre, on va revenir sur ces pas-là et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé et en même temps de comprendre pourquoi on en est arrivé là et est-ce que les choses auraient pu être différentes. Et tout ça dans un décor très traditionnel, provençal, avec beaucoup de référence à la Provence, au dialecte, à tous les réflexes de personnes qui vivent dans les villages de Provence. Donc moi ça me parle beaucoup parce que la Provence c'est la porte d'à côté. Il y a des expressions de langage que je connais très bien et ça me fait sourire, ça me fait rire. Et en même temps c'est une terrible vérité que Michael Brun-Arnaud nous met devant les yeux dans ce roman. Je trouve ça très bien écrit. On est sur un registre extrêmement différent de Mémoire de la forêt. Je pense qu'il n'y a absolument aucun point commun à part peut-être les descriptions familières sur les animaux. C'est tout. On croise un chien là-dedans et c'est tout. Mais vraiment c'est très différent de Mémoire de la forêt. Néanmoins c'est hyper qualitatif au niveau du style d'écriture. On est sur quelque chose de vraiment très professionnel et très littéraire et j'ai adoré vraiment lire cette plume. Voilà, maintenant je veux mettre un point final à cette histoire qui m'a beaucoup touchée. Et je vous en reparlerai quand je vous donnerai mon avis final, mais je vous reparlerai pas de l'histoire parce que je pense que j'en ai assez dit. En tout cas, ce livre sort le 16 janvier, donc soyez prêts, vraiment, ça vaut le détour. Et en plus, avec une si jolie couverture, c'est un beau bébé à avoir dans sa bibliothèque. Donc d'ores et déjà, je vous le recommande, mais je vous en reparlerai mieux à la fin de ma lecture.
Du coup, après ça, je commence autre chose. J'emmène avec moi le mystère de la chambre jaune, pardon, le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, un grand classique du polar, qui est sorti début du 20e. J'avoue que là, je sèche. Il y a une préface de Jean Cocteau, donc je la lirai aussi. Tenant en haleine le lecteur dès à la dernière page, le mystère de la chambre jaune est devenu un classique du roman criminel. Voilà, donc on est sur les prémices du roman noir ici, et j'ai hâte de le lire, de découvrir pourquoi il a inspiré tant d'auteurs de la littérature noire de nos jours, autant d'auteurs de polar. Et voilà, puis j'aime bien cette édition, je la trouve très mignonne. Donc c'est une édition assez récente de chez Livre de Poche, et il est à 4,70 € et c'est un texte intégral. Bon, par contre, faut pas être pressé quoi, c'est hyper dense. C'est hyper dense, voilà. Bon, on verra bien cette expérience-là. Donc ça, c'est ce que j'emmène avec moi là pour la semaine. Et sinon, j'ai reçu des petites choses que je voulais vous montrer. Alors, tout d'abord, j'ai reçu un pli de chez Fleuve. Je pense que c'était le catalogue, voilà, trop bien. Donc c'est le catalogue 2023 de chez Fleuve. Et on va avoir des choses sympathiques, je pense. James Rawlings. Alors, attends. Ah oui, donc ça, c'est par... Ah, ça a l'air pas mal. Le chalet des disparus, je ne connais pas. De Ruth Ware. Plus belle sera la chute de Hugh Break, je ne connais pas. Il y aura un nouveau Sonia Delzongue. Il y aura un Juan Gomez Ruardo Louve Noir. Oh non, ça non, c'est pas mon style. Un Karen Ponce, comme je les attends chaque année. Un Peter James, que je n'ai jamais essayé. Un Franck Tillet, en mai, qui sortira, qui s'appelle L'onde de Shelley. Alors je ne sais pas si c'est un lien avec Marie Shelley, mais... Fiona Bardon, bref, plein de bonnes choses là qui arrivent. Un nouveau Jacques Saucé, tiens, polar. C'est pour ça que je lis son livre que j'ai acheté. Et voilà. Bon, très intéressant à étudier de mon côté, plus tranquillement. Ensuite, j'ai reçu un livre de la part de Presse de la Cité. C'est un petit livre, donc c'est peut-être un cosy. Ah bah oui, c'est un nouveau Cozy Mystery. Ah oui, alors ça, c'est génial. C'est un Cozy Mystery que j'avais vu sur leur catalogue, que j'avais reçu en digital il y a un moment. Et en fait, je m'étais dit non, je commence pas trop des nouvelles sagas Cozy Mystery. Mais là, j'avoue que le sujet me parlait beaucoup. Ça sortira le 2 février et donc ça s'appelle Mort au couvent, Oscar de Muriel. C'est donc la saga qui s'appelle Les Mystères de Sœur Juana. On en parle de cette couverture. J'adore. Un peu ésotérique, un peu mystique, un peu religieuse. J'aime énormément. Trop bien. Alors du coup je vous en parle. C'est entre le polar historique et le cozy mystery. Le premier volet d'une nouvelle série mettant en scène un trio d'enquêtrices originales, parmi lesquelles un personnage historique remarquable, Sœur Juana. Mexico, Nouvelle-Espagne, 18e siècle. Non, 17e, pardon. Quelqu'un ou quelque chose a pris possession du couvent de San Geronimo. Religieuses et servantes sont retrouvées sacrifiées sur l'autel selon des rituels précolombiens sanguinaires et la suspicion règne. Nul n'y échappe. Car dans cette enceinte retirée du monde, entre fornication, autoflagellation et cauchemars blasphématoires, le péché est partout. Alina, jeune novice insolente et rebelle, vient de prendre le voile. Aux côtés de Matesa, sa fidèle domestique indigène, la voilà qui s'allie à Sœur Juana, l'excentrique femme de lettres, pour trouver le coupable. Entre prières, lecture, leçons de cuisine et chocolat chaud, le trio mène l'enquête. Mais dehors, l'Inquisition est déjà en chemin et compte bien couper le mal à la racine. Ça a l'air trop bien. Alors je ne connais pas Sœur Juana d'ailleurs, Sœur Juana est une femme hors du commun qui entra au couvent pour préserver sa liberté et une soif de connaissance inextinguible à une époque où le savoir était strictement réservé aux hommes. Élevée par une mère propriétaire terrienne et célibataire, la fillette précoce dévore dès ses 3 ans tous les livres à sa portée. Elle apprend le latin, s'initie aux sciences, à la philosophie et à la théologie.
Poétesse, elle devient d'abord dame de compagnie à la cour du Mexique, mais refusant le mariage, elle entre rapidement au couvent pour sauvegarder sa liberté et se consacrer à l'érudition et aux livres. On dit que peu de temps avant de mourir, elle vendit les 4000 ouvrages que recelait sa bibliothèque en faveur des pauvres. Et l'auteur, alors un mot sur l'auteur, l'auteur qui est Oscar du Muriel, il est né à Mexico, il est violoniste, traducteur et écrivain. Il vit aujourd'hui entre le Mexique et le nord de l'Angleterre, mort au couvent le premier volume de la série Les Mystères de Sor Juana et son premier livre publié en France. Et ben ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Il n'a pas l'air très long, quoique bien complet quand même, plus de 300 pages, 340 pages. Ça a l'air d'être assez aéré et agréable à lire. Ah, j'ai bien envie de lire ça, tiens. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc je suis très contente. Merci beaucoup à Presse de la Cité et Oscar de Muriel. Oula! Voilà une carte du couvent. Trop bien. Et alors, j'étais à l'aéroport là, il y a quelques jours, puisque j'ai fait un aller-retour à Paris. Et je me suis acheté le magazine Lire. Chose que je fais très rarement parce que je le trouve extrêmement cher. Donc je dois en acheter 2-3 par an max. Et donc là c'est le numéro exceptionnel, c'est les 100 livres de l'année. Romans, essais, jeunesse, BD, histoire, documents et beaux livres. Alors je ne l'ai pas encore feuilleté, puisque j'ai pas encore vraiment réussi à me poser. Mais je voulais voir un petit peu les tendances là de l'année. De ce que ça raconte un peu aussi. C'est quoi ces 100 livres? Est-ce que j'en ai lu au moins un des 100 livres qu'il recommande? Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, je ne sais pas si vous lisez les magazines Lire, mais qu'est-ce que vous en pensez? Je suis toujours un peu dubitative. Je ne sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Je lis pas toujours tout. Beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas. Et là, vous vous dites, bah alors pourquoi tu l'achètes? Bah par curiosité, voilà. De temps en temps, je curiorise. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. Je vous retrouve plus tard. Et je ferai tirer un petit peu en longueur ce carnet de bord, je pense. Je suis pas sûre de publier tout de suite. Parce que là, sinon, c'est beaucoup trop court. Et vous allez vous ennuyer à mourir. Donc, je pense que je ferai sur 10 jours ou 15 jours. Je sais pas, je vais réfléchir. En tout cas, je le conclue pas tout de suite. Et je vous retrouve très vite. Aujourd'hui on est dimanche et je profite enfin de me poser un peu à la maison pour ranger, nettoyer, organiser tout, etc. Et là je prends un petit bain de soleil entre midi et 2. Mon chéri prépare à manger, donc je suis pas du tout habillée, mais c'est pas grave, c'est dimanche, on fait comme on veut. Et voilà, et je vais essayer d'avancer un maximum ma lecture en cours qui est Le Mystère de la Chambre Jaune, parce que je n'avance pas du tout et pourtant j'aime beaucoup. On sent vraiment les prémices de l'inspiration d'Agatha Christie dans cette histoire et le même schéma avec un personnage qui ressemble énormément à Hastings, qui est donc un avocat et qui est accompagné d'un journaliste très futé qui me fait penser dans ses déductions à Hercule Poirot, donc je trouve que le schéma est intéressant. Et je prends beaucoup de plaisir à cette lecture, donc je vous en reparlerai bientôt. Je vais essayer de l'avancer un maximum aujourd'hui. Là ce matin j'ai fait des photos Insta parce que je suis à la bourre totale. J'ai un petit concours qui est en train de se passer quand vous aurez ce carnet de bord. Donc c'est pour remporter la Diagonale des Reines de Bernard Werber et le lire avec moi à la fin du mois de janvier. Et voilà, donc je suis très contente, mais je suis contente d'avoir avancé. C'est un peu satisfaisant, on va dire. Voilà, je vous dis à plus.
monsieur tout ratiboisé. Allez Nelson, rentre, il fait froid là. Merci. Il fait très beau, mais il fait très froid. Hello, aujourd'hui on est mercredi et j'espère que vous êtes bien installés parce que cette séquence va être super longue. Ça fait 5 jours que je vous ai pas parlé donc je vais m'installer ici, je vais vous préparer plein de choses. Je viens de me faire un café. Et c'est parti! Donc je disais, nous sommes mercredi, je suis ravie d'avoir retrouvé mon coin lecture maintenant que mon sapin a retrouvé l'enclos à chèvres puisque dans notre village nous donnons les sapins et la commune les donne à un monsieur qui fait du fromage de chèvre et les chèvres adorent les sapins naturels. Donc voilà, il aura eu une seconde vie, et peut-être une troisième vie dans un fromage de chèvre, bref. Me voilà dans mon coin lecture, ça fait tellement du bien de retrouver son... C'est pas que Noël, je n'aime pas le sapin. Ce que j'aime pas, c'est de l'intrusion en fait dans mon équilibre décoratif. Alors déjà que ma maison est assez chargée puisque j'ai beaucoup de livres sur quand même 3 murs sur 4. J'ai beaucoup de décorations, des bougies, des fleurs, des machins. C'est vrai que quand on doit tout condenser pour laisser de la place à un énorme sapin, que j'adore, hein, je râle mais je râle pas vraiment, eh bien ça fait du bien en fait d'aérer et de se retrouver voilà, son espace. Bref, ça commence bien. Alors, je vais commencer par parler lecture. Bien sûr, je n'ai pas pris avec moi ma lecture audio que je voulais vous montrer, qui est Le rasoir d'Occam d'Henri Leeuwenbruck. Alors, je pense que vous avez compris que j'avais pas beaucoup de temps pour lire en ce moment. Pour vous faire simple sur mes dernières semaines, puisqu'on ne s'est pas beaucoup vu, vous et moi, j'ai eu un mois de décembre compliqué moralement, donc je n'ai pas été très présente. Et puis, de ce fait, je n'ai pas été très présente dans mon travail. Ni mon conjoint, ni notre équipe. Donc c'est vrai que nous avons fait un mois de décembre pas terrible au niveau de nos attentes, chiffre d'affaires et autres. Donc le mois de janvier, c'est vraiment le renouveau, c'est vraiment sur les chapeaux de roue qu'on met toute notre énergie sur des nouveaux projets 2023 pour l'entreprise. Et il y a aussi mon mariage qui arrive, donc même si mon mariage ne sera qu'en septembre 2023, eh bien il a fallu aussi organiser certaines choses, essayer des robes de mariée et tout ça, et du coup mon esprit a eu du mal à se concentrer dans mes lectures. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup lu, je fais des longues journées de travail. Et voilà, donc je vous parle pas beaucoup de lecture et je suis désolée, je sais pas trop à quoi servent mes carnets de bord à part vous faire des coucous. Mais bon, je vais essayer de vous parler du peu que je lis, c'est-à-dire Le rasoir d'Occam d'Henri Leeuwenbruck. Je suis quasiment à la moitié de ce livre audio, donc c'est un livre qui est offert et gratuit sur Audible. C'est un livre qui est sorti il y a déjà quelques temps et qui va parler d'un certain d'un serial killer, on va dire, mystérieux, puisque dans ce roman, on va suivre l'inspecteur Harry Mackenzie. Alors ça se passe de nos jours, c'est-à-dire au moment de l'apparition du livre, donc dans les années 2000. Donc on n'est pas encore sur les réseaux sociaux et tout ça, hein, mais il y a quand même déjà les portables et tout ça. On dirait que c'est hyper vieux. Mais bon, ça se passe de nos jours, ce n'est pas un roman historique comme j'ai l'habitude de lire chez Henri Leeuwenbruck par exemple. Et donc Henry Mackenzie, qui est donc un personnage très intéressant, qui est responsable d'un espèce de bureau des affaires occultes ou des affaires un peu particulières et qui est tout seul dans son truc, un peu le petit mouton noir de la police. Et il va perdre un de ses très chers amis dans une mise en scène extrêmement macabre et il va être donc débouté de cette enquête. Néanmoins, il ne peut pas s'empêcher d'essayer de trouver le pourquoi du comment on a attaqué son ami qui était comme son père, donc un personnage assez âgé, néanmoins très érudit et très attaché à Harry. Et donc on va suivre cette enquête. On va partir de là et puis une série de personnes vont être retrouvées mortes dans des
des mises en scène similaires. Et c'est là où Harry va vraiment prendre les choses en main sur cette enquête. Tout ça, bien sûr, contre la police, puisque on lui a dit de s'éloigner de tout ça. Et il y a mêlé à cette enquête, qui paraît tout à fait simple dans le monde de la littérature, un schéma très connu. Néanmoins, ici, on va avoir des choses très bizarres, très mystiques, très occultes, puisqu'il y a toute une série de symboles, toute une série de rituels qui font référence à des sectes ou des groupuscules comme les francs-maçons, comme les compagnons du devoir du XIIIe siècle et autres. Et en fait, Harry va, au fur et à mesure de son enquête, trouver ces éléments historiques et va trouver des réponses. Voilà, je vous en dirai pas plus. Néanmoins, je suis très prise dans l'histoire. J'aime beaucoup quand il y a des références aux groupuscules historiques notamment. J'aime tous les liens religieux, théologiques, tout ça, ça me passionne beaucoup, surtout dans le monde de la littérature noire, du polar et du thriller. Je trouve ça toujours très intéressant. Nicolas Beuglet est très fort dans le genre, mais Henry Lovenbroek a une connaissance biblique très poussée, on va dire, ou en tout cas il fait beaucoup de recherches et je trouve ça fort intéressant. Donc je passe un très bon moment d'écoute. Il y a, je crois, 12 heures d'écoute sur ce livre. Je dois être à la moitié. Oui, je pense que je suis à la moitié. Voilà, donc je suis en pleine enquête et j'aime beaucoup. Donc je vous en reparlerai au fur et à mesure, je vous ferai pas le résumé à chaque carnet de bord parce que vous doutez que je vais mettre 100 000 ans à l'écouter. Néanmoins, je vous donnerai mon avis final, bien entendu, dans un prochain carnet de bord. Pour ce qui est de ma lecture en cours, eh bien je n'ai toujours pas terminé Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, toujours pas, et pourtant j'adore. Non, je suis physiquement pas capable de lire beaucoup en ce moment. Donc c'est vraiment petit bout par petit bout, mais ça ne m'empêche pas de suivre l'histoire, hein. J'arrive tout à fait à suivre l'intrigue. J'aime beaucoup en fait cette histoire. Je trouve ici beaucoup d'éléments qui me font penser à Agatha. Alors c'est peut-être un défaut personnel de me dire que Gaston Leroux a peut-être influencé un peu Agatha, et Agatha a peut-être un peu influencé le style, ou a repris des éléments qui y font penser, ou peut-être consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que c'est ici un peu le même schéma. Les personnages sont très attachants et très représentatifs aussi du style d'Agatha, où donc souvent il y a un binôme avec un personnage atypique aux petites cellules grises et un personnage beaucoup plus simple qui permet d'être en fait l'oreille attentive et qui permet d'être l'excuse pour le lecteur de suivre cette histoire. On va avoir un mystère dans un espèce de huis clos, un lieu confiné, un lieu où on ne va pas beaucoup bouger, où le mystère est entier parce qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé, parce que les éléments techniques ne permettent pas d'avoir une compréhension logique de l'élément, puisque là on va retrouver quelqu'un de presque assassiné dans une chambre entièrement close, et on ne sait pas par où est passé l'assassin, puisque la victime était enfermée à l'intérieur, qu'on n'a aucune trace du départ quasiment de l'assassin, et donc le mystère est entier. Voilà, j'aime beaucoup, ouais, vraiment j'ai l'impression d'être dans un Agatha Christie. Le style d'écriture est un peu différent par contre. Je crois quand même que j'aime mieux, je trouve ça plus fluide. Alors c'est peut-être une question de traduction sur les Agatha Christie, mais je trouve ça plus fluide de lire Gaston Leroux. Peut-être c'est logique parce que c'est un français, hein. Mais je trouve qu'il y a plus d'humour dans les récits d'Agatha Christie. Peut-être encore une fois parce que ce n'est pas une française, je ne sais pas. Mais voilà, je vous le recommande. Si vous ne l'avez pas lu, vous, à l'école, comme moi, vous le découvrez sur le tard. Je pense que vous pouvez passer un très bon moment. Et si vous lisez, ou si vous avez aimé dans votre enfance ou votre jeunesse, le roman de Gaston Leroux, et que vous n'avez pas encore passé le cap d'Agatha Christie, c'est que clairement, vous avez un avenir de lecteur devant vous génial, puisque vous allez pouvoir découvrir Agatha Christie. C'est de la même trempe, et c'est tout aussi bien, voire meilleur quand même. Donc je ne l'ai pas terminé, mais la fin se profile, donc je vous donnerai mon avis final, mais typiquement
je sais déjà que je vais beaucoup aimer, donc il n'y a pas de grande surprise sur le dénouement de ma lecture. Voilà, alors ça c'était pour mes lectures, ce qui ne vous apporte absolument rien puisque je lis toujours la même chose. Par contre, j'ai reçu des choses. Alors, tout d'abord, nous avons fêté un Noël en famille un peu tardif, puisque nous sommes réunis avec ma famille du côté de mon papa. Qu'est-ce que c'était? Ben, début janvier, enfin là, il y a quelques jours, une dizaine, quelques jours, je sais déjà plus quel jour on est. Et j'ai la chance d'avoir une tante lectrice, donc ma tante Béa, qui se reconnaîtra sûrement, qui doit sûrement regarder mes carnets de bord, qui m'a fait la surprise de m'offrir des livres, ce qui est assez inédit dans ma famille et dans mes proches, puisque jamais personne ne m'offre de livres, vous le savez, à part mes copines lectrices qui connaissent mieux que moi ma bibliothèque, aka Florence qui connaît mieux que moi ma palle. Bref, elle m'a fait la surprise de m'offrir des livres, mais elle avait une carte magique dans son sac, c'est-à-dire que ce sont des livres que je ne connaissais pas et dont elle connaît, elle, l'autrice. Donc, je vous en parle tout de suite. Et c'est très fort, hein, parce que je ne m'y attendais pas du tout, et ça a l'air super bien. Donc, quand je vous parle au pluriel, c'est parce que c'est un tome 1 et un tome 2. Ce sont les œuvres de Océane Valentin. Donc, le tome 1 s'appelle La Reine de Cendre. Alors, je pense que c'est auto-édité. Néanmoins, je trouve la couve canonissime. C'est hyper beau. Donc, ça, c'est l'autrice. Elle a l'air jeune. Très jolie jeune femme. Je vous lis le résumé juste après. Et le tome 2, du coup, c'est La Reine de Cendre. Je croyais qu'il y avait un autre titre, mais non, c'est pareil. La Reine de Cendre 2. Donc 1 et 2. Bien entendu, ils sont dédicacés, ce qui m'a encore plus fait plaisir. Bon, voilà, je pense que c'est auto-édité, parce que je vois pas d'édition. Mais c'est pas du tout grave. Voilà. Donc Océane Valentin, j'en avais jamais entendu parler. Ce roman, j'en ai jamais entendu parler. Mais ça a l'air prometteur. Je vous lis le résumé tout de suite. Après un accident de voiture qui aurait dû leur coûter la vie, Avril, Jonas et Grégoire se retrouvent dans un monde qui leur est inconnu. Malgré eux, ils deviennent les élus d'une prophétie aussi dangereuse qu'héroïque. Mais sont-ils seulement ces héros que tous les Alcazors attendent? Seront-ils à la hauteur des multiples dangers qui peuplent les forêts et les royaumes de ce monde sans pitié? Parviendront-ils à stopper la reine de cendre qui sème feu et désolation sur son passage? Est-elle réellement leur véritable ennemie? Un roman prometteur pour cet auteur aux multiples talents, Océane Valentin nous entraîne dans son monde imaginaire et vous promet suspense, aventure, amour et bataille épique. C'est pas génial? J'ai l'impression que le schéma de base est peut-être du déjà vu. Ça, vous connaisserez sûrement mieux que moi parce que je lis très peu de fantastique ni de fantasy. Mais pour moi, du coup, j'ai jamais trop lu ce genre d'histoire, ce qui me semble tout à fait sympathique, enfin qui m'attire beaucoup. Du coup, je me dis, mais je n'ai jamais lu ça. Ça a l'air très très bien. Ça n'a pas l'air très long, 250 pages. Après, la pagination est assez dense. Donc je pense que c'est 250 pages bien pesées. Et puis, donc dans ce tome 2, je ne vais pas me spoiler toute seule, quelle horreur. Mais pareil, alors là, il y a une carte, j'ai vu. Je sais pas s'il y a une carte dans le premier. Mais Alcazor, donc voilà, on a le monde d'Alcazor. Avec la forêt aux 1000 lunes, l'océan Nectar, l'asile, la province des Andes, Je trouve ça génial. Là, je sais pas. Ah oui, mais non, je l'avais aussi là. Je l'avais aussi dans le tome 1, je l'avais pas vu. C'est très bien ce genre de carte quand vous avez un récit imaginaire, parce que pour des personnes comme moi qui vont, par exemple, couper le récit, savent plus trop où ils en sont, parce qu'on a loupé un truc, de pouvoir se référer à une carte, je trouve ça génial. Donc merci beaucoup à ma tante Béa pour m'avoir offert ces 2 livres. Je ne sais pas trop quand je vais les lire, mais je pense que ce type de livre se lit vite, non? Parce que vous lisez plus que moi ce genre de récit fantastique. Et j'ai toujours l'impression que ça se lit super vite. Voilà. Donc j'ai très hâte de me plonger dans cet univers, et puis il semblerait que Océane Valentin habite ma région, et donc pourquoi pas la rencontrer suite à ma lecture, pourquoi pas, à voir. En tout cas, merci beaucoup à ma tante,
C'est très surprenant. J'adore quand on arrive à me surprendre. Alors, ensuite, j'ai reçu 2 autres paquets. Un qui me vient d'une maison d'édition. Mais je sais pas trop laquelle. Ah! Oui! Alors, c'est génial. Alors, ce paquet, ça fait 4 jours qu'il est sur ma table basse, d'accord? Parce que j'ai pas eu le temps de prendre la caméra, puis je m'étais dit non, ne l'ouvre pas. Tu attends de filmer parce que les gens aiment bien voir ta réaction. Bon, ce qui est vrai. Et alors là, c'est très drôle parce qu'heureusement que j'ai pas attendu 2 jours de plus. Ce sont les heures incertaines de Karine Pitoki. Alors là, vous vous dites pourquoi elle rigole, la dame. Tout simplement parce que samedi, donc dans 3 jours, j'interviens dans une librairie pour interviewer Karine Pitoki sur ce roman, Les heures incertaines. Donc je suis très contente parce que je viens juste de le mettre sur ma liseuse, parce que je l'ai eu en numérique pour pouvoir au moins le commencer pour discuter avec Karine de ce tome 3. Donc vous savez que Karine Pitoki a écrit la fameuse saga et merveilleuse saga Le rêve de nos mères, que j'ai adoré. Là c'est le tome 1 assez court, que j'ai lu d'une traite il y a 2 ans, que j'ai adoré. Il doit y avoir le tome 2 pas loin, ici. Je dois être rangée pas loin. Le tome 2 qui se passe pendant la Première Guerre mondiale en Angleterre, avec une fresque familiale, avec une aventure humaine et historique incroyable. On est plongé au cœur de la guerre entre la France, l'Angleterre, la Suisse, enfin toute une épopée très touchante, avec une plume fantastique. Moi j'adore son style d'écriture et vraiment je fangirl parce que déjà j'adore ce qu'elle fait, son travail de recherche, son travail vraiment d'écriture, parce que n'importe qui peut écrire une histoire, enfin n'importe qui, moi non, mais n'importe quel auteur un peu compétent pourrait écrire une histoire historique. Mais pas n'importe qui pourrait écrire une très bonne histoire historique. Je pense que une personne qui est passionnée par l'histoire ou qui se passionne par la recherche peut seulement écrire une très bonne histoire historique. Et aujourd'hui, j'en compte pas beaucoup des autrices ou auteurs qui arrivent à me plonger non seulement dans une histoire avec une aventure, avec des sensations, de la peur, de l'émotion, de l'amour, des choses vraiment fortes, en même temps nous induire des faits historiques justes, intéressants, et surtout qui viennent nous éduquer, qui nous apprennent des choses. Et je trouve que Karine Pitoki, elle arrive parfaitement à mêler ces éléments-là. Alors, je fangirl bis parce que vous savez que je tiens énormément à cette autrice parce que je l'adore. Nous nous connaissons dans la vie. J'ai eu la chance de la voir plusieurs fois, de nombreuses fois, d'être sa bêta lectrice pour une autre saga. Et voilà, donc je suis extrêmement touchée parce que ce sont des livres que j'adore et qui viennent vraiment représenter tout ce que j'aime dans un roman. Et donc quand je reçois ce bébé, mais je suis trop contente, je n'ai pas de mots. Donc je suis extrêmement heureuse de l'avoir. Alors je suis très contente en plus qu'il n'ait pas été abîmé. C'est pas toujours le cas dans les transports postaux. Et alors voilà, du coup, pour info, le tome 2, lui, il est déjà disponible en poche. Hein. Je vous ai même pas dit le titre, Les cendres sous les coquelicots, que j'ai d'ailleurs offert à plusieurs d'entre vous, puisque j'adore cette saga, donc je l'ai offert. Je pense, si je dis pas de bêtises, que c'est le livre, le tome 1, que j'ai le plus offert dans ma vie de lectrice. Je pense que Le rêve de nos mères, c'est le livre que j'ai le plus offert. Non, parce que trop facile, quoi, bref. Alors, je vais arrêter de parler comme ça à tout va de ce merveilleux livre. Alors, je vais enlever ce bandeau parce que ça me stresse beaucoup. Néanmoins, 20 000 lecteurs. Bravo à toi, Karine. Parce que c'est pas facile pour une autrice française, je trouve. Parce que c'est typiquement des sagas qu'on trouve
en Angleterre. Ou du moins, chez Charleston, vous en avez plein, mais c'est pas des françaises, vous voyez ce que je veux dire? Bon, évidemment, il y a la Queen, Lucinda Riley, qui est indétrônable, mais qui fait pas tout à fait la même chose. On va avoir Anne Jacob, qui fait La Villa aux Étoffes. On va avoir, comment elle s'appelle, celle qui fait Les Héritières de Lovenhoff. Voilà, donc on a des autrices qui font ce type de saga. Attention, je les compare pas, mais on va dire qu'on est dans la même vague. Mais elles sont pas françaises. Vous vous rendez compte la qualité d'écriture, les recherches, parce que ça se passe pas en France. C'est génial. Bref. Cette couve, magnifique. Cette couve, magnifique. Trop beau. Les heures incertaines. Bon bah j'ai hâte. Là ça se passe en 1919. Enfin, j'arrête de lire la suite. Enfin, j'arrête de lire la suite. Je ne vous lis pas pour ne pas vous spoiler, mais enfin, cette saga, bien sûr, est dans la continuité, ce tome 3 est dans la continuité du tome 2, donc on va retrouver nos personnages principaux. Lady Julia, on va avoir William, bien sûr. Emily, j'adore Emily. Bref, je ne veux pas me spoiler, mais j'ai tellement hâte. Donc je vais me dépêcher de terminer La Chambre Jaune pour commencer ce merveilleux bébé. Je suis pas sûre de le terminer d'ici samedi, mais au moins de pouvoir me plonger dedans pour en parler avec Karine. Pour celles et ceux qui auront pu assister à l'événement, ou non, attendez, je poste ce carnet de bord vendredi, donc c'est encore, vous avez encore demain. Donc c'est samedi 21. Si vous êtes dans la Côte d'Azur, c'est samedi 21 à partir de 15h. Je vais vous mettre la fiche de l'événement, j'ai oublié. Comme je passe toute la journée en mode librairie et autres, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est à partir de 15h. À la librairie Art et Livre de Mouansartou, donc dans le 06, c'est à un 10 minutes de Cannes. Donc si vous êtes sur la Côte d'Azur et que vous voulez nous rejoindre, je vais donc avoir un échange sympathique avec Karine Pitoki. Je serai également accompagnée d'une lectrice Charleston 2023, Solène, donc du compte Instagram SoBooktiful. Et après il y aura une séance de dédicace bien entendu avec Karine et vous pourrez lui poser plein de questions mystérieuses sur cette saga incroyable. Donc si jamais vous êtes parmi nous, eh bien je vous remercie infiniment et ne me mettez pas trop la pression parce que quand même j'ai un peu la pression parce que je suis très émue, donc voilà, je dois juste envoyer un message et je reviens. Donc j'ai également reçu un paquet. Alors déjà l'emballage, c'est trop beau quoi. Non mais c'est vrai. T'as une enveloppe blanche ou t'as une enveloppe avec des roses? Parce que moi je mérite des enveloppes avec des roses, d'accord? Non, je rigole. Alors du coup, j'ai reçu un paquet qui me vient d'Emmanuel. Emmanuel, c'est une créatrice de petites choses merveilleuses relatif au monde de la littérature qui m'a proposé de m'envoyer quelques-unes de ses créations. Et pour ça, je lui ai laissé carte blanche. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout ce qu'elle a voulu m'envoyer. Je lui ai laissé donc une surprise. C'est une surprise totale. Et donc Emmanuel, vous la retrouverez sur son... Je vous mettrai son lien bien sûr dans ma barre d'infos. Ses petites créations, donc c'est Mademoiselle Banane. Et vous retrouverez aussi son pseudo, je vous le mets juste là. Vous allez voir ce qu'elle fait. Alors, par contre, elle est en Belgique, donc il faut essayer de s'arranger avec Mondial Relais si vous êtes en France, ou voir avec elle si ses créations vous tentent. En tout cas, moi, j'ai très hâte de découvrir ce qu'elle m'a envoyé, et d'ores et déjà, je te remercie infiniment, Emmanuel, merci beaucoup. Alors, oulala, en tout cas, il y en a beaucoup de choses. Je vais tout sortir, parce que je crois qu'il y a un petit mot. Oh, il a plus des bonbons. Qu'est-ce que c'est? C'est des petits bonbons comme ça, là. Il y en avait plein de paquets. Je connais pas. C'est quoi ces bonbons? Ça doit être des bonbons belges. Napoléon. Eh ben, on va en manger un. On va voir tout de suite ce que ça raconte. Trop mignonne. Alors, il y a un petit mot. Il y a un pochon magnifique de Noël. Alors, je suis désolée, j'ai mis du temps à aller chercher à la poste. Mais du coup, je vais pas vous parler avec ça dans la bouche. Oh, c'est bon. Je reviens. Hop. Je
vous montre ça comme ça. Super bien emballé. Petit pochon. C'est trop mignon. Donc il y a un petit mot. Donc c'est le petit bazar de Mademoiselle Banane. Comme ça. Vous retrouverez dans la barre d'infos. On a un petit mot. Oh, so cute. Merci beaucoup. Oh là là, c'est trop beau. J'adore. Oh. C'est cousu dessus, c'est trop joli. Alors, déjà le pochon est magnifique. Tu sais déjà que tu vas l'utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Petite trousse. C'est trop mignon. Et c'est trop bien fait. Oh. Trop pratique dans le sac à main. Donc il faut savoir que elle m'avait demandé quelle était ma couleur préférée. Et ma couleur préférée est le rouge. Donc, bravo. J'adore. C'est trop bien fait. C'est vraiment nickel. C'est trop joli. Les couleurs trop belles. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais ça va finir dans mon sac à main, c'est sûr. Ensuite, on a une très jolie... Ah, il y a un petit fil qui... Hop, c'est barré. Pochette à livres. Ah, mais il y a deux côtés. Excellent. Ah, c'est pour la liseuse. Ou pour mettre autre chose. C'est trop beau. Donc, le books. Alors, je pense que c'est un format 3/4. Comme pour un Cozy Mystery. Je sais pas de Cozy Mystery à porter, mais tu peux rentrer un poche et un moyen. À mon avis, par exemple, le carré n'y passera pas. Ça me paraît un peu gros. Ah, quoique. Je suis désolée, j'ai un peu le rhume. Non, c'est un peu gros. Mais à la limite, le Océane Valentin, il peut passer, je pense. Ouais. Donc bon, c'est quand même pas mal. Tac. Trop beau. Trop génial. Elle est vraiment originale. Tissu super beau. C'est beau comme ça avec la fente là, c'est trop joli. Et de l'autre côté, il y a encore une petite pochette aussi, donc tu peux mettre des petits trucs, des petits trésors, des marque-pages ou ta liseuse. Ça passe aussi. Trop bien. Peut-être comme ça. Ah, si t'as une bébé liseuse comme moi, ça passe. Trop bien. Oh là là. C'est génial. J'adore le motif. C'est très zen, enfin j'adore. Des petites libellules rouges, du noir et blanc comme ça. C'est tout à fait moi. Donc merci beaucoup. Trop beau. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ensuite un tote bag que tu as cousu. Oh là là. Oh, c'est trop beau. T'as brodé toi-même genre? Ah non mais il y a du niveau là. Des livres et des eucalyptus. Non mais... Oh, trop classe. Magnifique. C'est brodé au point de croix je pense. Ou je sais pas trop. Enfin, non pas au point de croix mais le fil du point de croix là. Vous savez les petites bobines longues. C'est trop beau quoi. Gris anthracite. I love it. Et alors l'intérieur, trop joli. Rose et vert quoi. Tout à fait mon style. Et puis c'est un tote bag large. C'est pas les longs comme les miens. C'est tellement bien. Oh, c'est hyper quali quoi. Là tu sens le salon du livre. Tu sens le salon du livre arriver. Parce que moi je le sens bien arriver. Bah écoute, bravo à toi. Parce que c'est magnifique. C'est magnifique. Chapeau l'artiste. Bah dis donc. Et puis bah, tu m'as gâté parce que bon du coup en plus j'ai un petit pochon cadeau réutilisable là. C'est trop génial ça. Magnifique. Merci mille fois. Merci mille fois à toi. Je suis extrêmement surprise. C'est magnifique, c'est très bien fait. C'est bon, bref. Il y a des gens qui sont doués avec leurs doigts. Hein. Moi, manifestement, je ne fais pas partie de cette équipe-là.
Mais merci à toi Emmanuel, merci beaucoup. Et puis je vous mets toutes les infos dans ma barre si vous souhaitez voir ces réalisations, si vous avez peut-être des commandes sur mesure, parce que franchement, j'en reviens pas. C'est très joli. Merci mille fois. Moi, je vous laisse du coup sur cette note de surprise. Je vous laisse ici pour ce carnet de bord. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je suis navrée d'avoir mis un peu de temps pour vous filmer tout ça. Mais je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle semaine de merveilleuses lectures. Et je vous dis ciao.